Aujourd'hui, je suis à la maison Jean Villard à Avignon et c'est une interview inédite que je vous propose avec Nathalie Cabrera, la directrice déléguée de l'association et Maison Jean Villard. Cette maison est un lieu de mémoire et de transmission de l'œuvre de Jean Villard et du théâtre populaire. Je vous propose cette interview dans le cadre de l'exposition Les Clés du Festival qui raconte l'aventure du Festival d'Avignon des origines à nos jours. Bonjour Nathalie Cabrera, merci de nous accueillir ici dans ce lieu magnifique au cœur d'Avignon. Mais alors, qu'est-ce que la maison Jean Villard ? Bonjour. Alors la maison Jean Villard, donc c'est un lieu patrimonial, donc c'est un ancien hôtel particulier. C'est situé place de l'Horloge, donc vraiment au cœur de la ville d'Avignon. Mais ce n'est pas du tout la maison de Jean Villard. Donc c'est pas un lieu lié à la vie de Jean Villard directement, dans le sens où Jean Villard n'a jamais mis les pieds, si on peut dire, à la maison Jean Villard. C'est un bâtiment qui a été acheté par la ville d'Avignon pour ouvrir ce site, cet endroit qui parlerait de la vie et de l'œuvre de Jean Villard. Voilà, alors l'histoire, elle est assez simple. Quand Jean Villard meurt en 1971, de manière assez inattendue, en mai, ses amis, ses proches, ses collaborateurs créent une association pour conserver ses archives et valoriser sa mémoire. Il se trouve que Jean Villard lui-même avait un lien très fort à ses archives. Il gardait tous ces documents, il avait gardé beaucoup de traces de son travail. Et donc, cette association Jean Villard va se donner pour mission de réunir les archives et de les conserver. À la tête de cette association, il y avait un homme qui s'appelait Paul Puot, qui était son collaborateur le plus direct. Et Paul Puot, nous on dit Paul, même si je suis jamais connu, Paul, va donc prendre la succession de Jean Villard à la direction du Festival d'Avignon. Voilà, on est en mai, comme je le disais, mai 71. Le festival, c'est quelques semaines plus tard. Et Paul Puot va donc diriger le Festival d'Avignon après Jean Villard, jusqu'en 1979. Et à ce moment-là, quand il quitte la direction du Festival d'Avignon, entre-temps, il a travaillé avec l'association, avec la ville d'Avignon, avec différents partenaires. Et donc, la ville achète le bâtiment, l'aménage, et Paul Puot ouvre donc cette maison dédiée donc à Jean Villard et dans laquelle sont réunies les archives. Et pour ce faire, il fait aussi un accord avec la Bibliothèque nationale de France. À l'époque, d'ailleurs, ça s'appelle la Bibliothèque nationale, il n'y a pas encore de France, qui est donc ce grand établissement national qui a une vocation vraiment, qui existe depuis François Ier, qui réunit tous les écrits, tous les imprimés, toute la mémoire de notre pays. Et il y a un accord avec la Bibliothèque nationale. Et donc, ensemble, Bibliothèque nationale et association, il va y avoir la mission d'animer cette mémoire. Et ce qu'il faut dire, encore une fois, désolé si je suis un peu longue, mais ce qu'il faut dire, c'est que cette présence de la Bibliothèque nationale va permettre aussi que soit perdurer la question des archives du festival, en l'occurrence, puisque la Bibliothèque nationale va se donner pour mission de conserver les archives du festival après la disparition de Jean Villard. Et donc, depuis, chaque fois qu'il y a un nouveau directeur ou directrice et qu'il finit son mandat, ils sont dans l'obligation de déposer les archives du festival ici à la maison Jean Villard. Donc c'est pour ça que dans cette maison, bien sûr, on raconte l'histoire de Jean Villard, mais aussi celle du festival, puisque c'est là que sont toutes les archives du Festival d'Avignon, des origines, par Villard en 1947, jusqu'à aujourd'hui. Donc c'est un lieu qui fait mémoire. Pourquoi ce lieu est nécessaire ? Pourquoi il a été nécessaire à un moment donné ? Je pense qu'il y a eu plusieurs éléments. Quand Jean Villard est mort, comme je le disais, en 1971, il faut imaginer que c'est une personnalité très grande dans l'histoire du théâtre, dans le sens où Villard, c'était à la fois un artiste, un metteur en scène, un peu un auteur, mais c'était aussi un penseur du théâtre et du théâtre populaire, en l'occurrence. Il faut imaginer que quand il commence à travailler en 1947, il va quelque part incarner la volonté de beaucoup d'autres, de partager l'art et la culture avec tout le monde. On est à ce moment-là dans l'après-guerre, donc c'est vraiment un moment où se refonde en fin de compte notre pays. En particulier, je peux vous faire un cours d'histoire, j'en serais bien incapable, mais il faut se souvenir que pendant la guerre, avec la collaboration, etc., il y a eu aussi dans la résistance beaucoup de réflexions sur comment on pourrait reconstruire ce pays pour qu'il ne replonge pas dans les affres et les désastres qu'il a connus entre 40 et 45. Et à ce moment-là, il y a ce qu'on appelle le Conseil national de la résistance, pendant la guerre, qui réfléchit à qu'est-ce que ce serait ce pays nouveau. Et donc ce fameux CNR, on appelle ça. Et donc ce CNR va réfléchir à la santé, au transport, à la sécurité sociale, etc., mais aussi à la culture. Et c'est dans cette mouvance-là de
d'être ensemble différemment, hein, de réunir les habitants de ce pays sur des valeurs qui soient celles de la République. Eh bien, dans cette mouvance-là va naître ce qu'on appelle la décentralisation, c'est-à-dire l'idée que il pourrait y avoir du théâtre et de la culture partout et que ce théâtre et la culture en général puissent être accessibles à tous. Et donc Jean Vilar, il s'inscrit dans ce temps historique-là. Et il s'inscrit dans ce temps comme un peu un précurseur aussi. Et c'est vrai que c'est pour ça aussi, je pense que dans les années 70, la question de faire porter sa mémoire, c'était beaucoup aussi sur ces valeurs-là. Hein, puisque après, donc Vilar 47, création du Festival d'Avignon, deuxième date très importante pour Vilar, le fait qu'il va prendre en 1951 la direction du Théâtre de Chaillot, qu'il va renommer Théâtre National Populaire, dans lequel il va développer beaucoup de manières de faire pour s'adresser à tous. Et c'est dans la même mouvance des années 50 que va être créé en France tout un réseau de théâtres et d'artistes qui vont avoir des moyens publics, hein, des subventions notamment, pour développer ce travail. Donc c'est vrai que la mémoire de Vilar, elle a plusieurs aspects. Il y a le Vilar artiste, donc metteur en scène, en particulier avec la troupe du TNP. Il y a le Vilar directeur du Festival d'Avignon, fondateur, c'est 47, jusqu'en 71. Et puis, au milieu de ça, et c'est lié, bien évidemment, il y a le Vilar qui va porter cette idée d'une culture pour tous et d'une culture service public. Alors c'est vrai que quand on dit une phrase célèbre de Vilar, qui est un peu emblématique, qui est de dire la culture c'est un service public au même titre que l'eau, le gaz et l'électricité. Alors forcément aujourd'hui, sachant que l'eau, le gaz et l'électricité ont été privatisés et ne sont plus des services publics pour une bonne part, je trouve que ça résonne encore plus d'une certaine manière. Mais donc pour lui, l'idée c'était que voilà, il y avait un devoir de l'État et une nécessité que de faire de la culture un véritable service public. On va parler dans quelques instants de l'exposition qui a été lancée, mais il se passe aussi là pendant le festival pas mal de choses ici. Je pense aux lectures aussi, des archives et des textes de Jean Vilar. Est-ce que c'est aussi un lieu pour lier les générations entre elles, entre le passé et le présent? Absolument. Je pense que ça, c'est fondamental pour l'expo, comme ça l'est pour l'ensemble de la programmation que nous faisons. L'idée, c'est quand même de se dire qu'on doit partager cette mémoire. C'est très compliqué parce que le spectacle vivant, par définition, voilà, il est vivant, donc il a lieu le jour J, l'heure H, et quand on n'y est pas, on n'y est pas, voilà. Et cette mémoire, elle est complexe parce que du coup, elle est portée par des supports qui sont que des traces, qui ne sont pas des œuvres. Et quand on raconte, si par exemple à la maison Victor Hugo, qui est un très beau lieu à Paris, par exemple, vous pouvez aller à la maison Victor Hugo et puis un peu après, vous pouvez vous dire je vais lire Victor Hugo parce que Victor Hugo, c'est un artiste, enfin c'est un écrivain, donc son œuvre, elle est accessible aujourd'hui dans son entièreté, si on peut dire. L'œuvre de Jean Vilar, pas plus d'ailleurs pas moins que celle de tous les gens qui font des spectacles, eh bien, quand on n'y était pas, on a des traces, on n'a pas l'œuvre elle-même. Et ça, c'est le grand défi de la maison Jean Vilar et de ceux et de celles qui veulent essayer de transmettre la mémoire du théâtre. C'est qu'en fait, on n'a que des traces. Donc, pour répondre à ce défi, eh bien, on a donc cette expo dont on va parler, qui essaie d'être immersive, qui essaie de multiplier un peu les supports pour faire partager cette émotion du spectacle. Et puis, on a ce qu'on peut appeler le live, c'est-à-dire des rencontres, des lectures, des témoignages qui, si elles ne portent pas les œuvres, en tout cas, on donne un peu des éléments. Et qui finalement les rend vivants maintenant tout de suite par des lectures. C'est ce qu'on essaie de faire, hein, mais c'est vrai qu'il faut faire preuve de beaucoup d'imagination et plus le temps passe, plus cette mémoire est grande. C'est ça qui forcément est tant mieux. Hein, mais ce que je veux dire, c'est que dans l'expo Les Clés du Festival, le parti pris, c'est bien sûr de parler du Festival d'Avignon jusqu'à nos jours. Effectivement, on n'aurait pas fait la même expo si le festival s'était arrêté, par exemple, en 71 avec la mort de Vilar, ou n'existait plus aujourd'hui. Ce qui est super avec le Festival d'Avignon, c'est que effectivement, ça existe aujourd'hui, dans le temps d'aujourd'hui, dans les esthétiques d'aujourd'hui. Et puis en même temps, moi, j'ai quand même la conviction qu'on apprécie les choses différemment. En tout cas, si on a la possibilité d'en comprendre un peu, non seulement l'histoire, mais les fondamentaux, de comprendre à quoi on participe. Je trouve que c'est mieux. Alors effectivement, il y a des personnes qui vont découvrir le Festival d'Avignon totalement vierges de toute connaissance, et ça peut être super. Mais ceux et celles qui pourraient avoir envie de se dire, mais enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc? Comment ça marche? Qui avait fait des choses intéressantes? Comment je peux regarder une œuvre aujourd'hui en
en me disant bien d'autres ont travaillé de telle et telle manière. Je trouve que voilà, ça peut être aussi un plus et c'est à ça qu'on essaie de répondre. Jean Vilar est mort en 71, c'est-à-dire qu'il y a encore des personnes qui l'ont connu. Est-ce qu'il serait plus difficile de faire mémoire au moment où plus personne de vivant aura connu Jean Vilar? Je pense que, bien sûr, mais d'une certaine manière, c'est déjà en partie le cas, hein. C'est-à-dire que les artistes qui ont travaillé avec Vilar dans la troupe du TNP, il y en a peut-être deux ou trois, hein, que parfois je peux connaître, qui sont toujours parmi nous. Voilà, c'est la nature des choses. C'est vrai pour Vilar. Par exemple, il y a un grand metteur en scène qui s'appelle Antoine Vitez. Et Antoine Vitez, qui a vraiment marqué toute une génération d'artistes qui sont bien sûr beaucoup en activité aujourd'hui. Il est mort il y a une quarantaine d'années. Et c'est comme ça. Donc voilà, la vie fait que des gens disparaissent et que les mémoires restent alors dans la tête des gens. Après, il y a des livres qui sont écrits, il y a des émissions comme celle que vous faites aujourd'hui. Et voilà, c'est la nature du spectacle vivant que d'être dans cette immédiateté. Du coup, une exposition, Les Clés du Festival, qui raconte l'aventure du Festival d'Avignon des origines à nos jours. Pourquoi avoir imaginé cette exposition à la veille des 80 ans du festival? C'était un projet depuis longtemps, en fait, hein. C'est un projet et qui était bien antérieur à ma venue. Moi, je suis à la Maison Jean Vilar depuis 2017. Mais ça fait longtemps que d'autres se sont dit, tiens, ce serait quand même important de faire une expo sur l'histoire du Festival d'Avignon. Je dis ça parce que donc, le commissaire de l'exposition, c'est Antoine Debec. Antoine, c'est un universitaire, un chercheur. Il a été aussi, d'ailleurs, responsable des pages culture de Libération pendant une dizaine d'années. Il est enseignant à l'ENS. C'est vraiment quelqu'un de très fort dans son secteur. Il est aussi chercheur en histoire du cinéma. Et donc, avec Emmanuelle Loyer, qui est donc aussi une historienne, ils ont écrit un livre sur l'histoire du Festival d'Avignon, il y a une petite dizaine d'années, qui a été réédité, qui est un peu la seule recherche, je dirais, universitaire globale sur le Festival d'Avignon. Je dis ça par rapport à pourquoi le faire aujourd'hui, dans le sens où Antoine Debec m'a raconté que lui-même, dans les années, je crois, 90, au temps de la direction de Bernard Fèvre d'Arcier, il y avait eu un projet d'expo sur l'histoire du Festival d'Avignon qui n'avait pas abouti, mais donc voilà. Donc c'est quelque chose qui est un peu une évidence d'une certaine manière, enfin un besoin qui peut être perçu comme évident pour les raisons que j'ai indiquées tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois enfin voilà, c'est un festival très ancien, hein, ça va faire 80 ans, donc il s'en est passé des choses depuis. Et puis en même temps, c'est un festival un peu unique au monde, et en tout cas unique en France, ça c'est certainement, pas seulement parce qu'il est très ancien, mais parce qu'il est très grand, qu'il réunit énormément de propositions artistiques, qu'il s'inscrit dans des contextes politiques très spécifiques. Donc il y a beaucoup de choses à dire et peut-être à savoir sur le festival, et que effectivement la question de réunir cette mémoire et de la transmettre, je pense qu'elle est elle était un peu une évidence d'une certaine manière, de manière à ce que tout le monde puisse la partager, pas que ceux qui ont eu la chance, comme j'en crois souvent, de me dire ah, c'est mon 50e festival, c'est mon 30e festival. Moi, je dirais que c'est même moi, hein, je veux dire, je suis déjà un peu âgée à mon niveau, mais du coup, moi, je dirais que mon premier festival, c'est 92. Voilà, et je crois que je suis venue à peu près tous les ans depuis. Donc, du coup, ça commence à faire. Donc, voilà. Et comment on fait avec les gens qui n'ont pas eu ce parcours? Ça a été aussi une volonté dès le départ de vouloir pas que parler que du festival en tant que spectacle, en tant que spectateur, mais aussi en tant que technique. On rentre dans cette exposition par la technique au début. Absolument. Donc, toute la difficulté, c'était de se dire comment on se saisit de cette histoire qui est donc énorme. Ce qu'a décidé, ce qu'a proposé Antoine Debec, c'était de définir quelques fondamentaux, quelques caractéristiques un peu essentielles du festival, et de les présenter sur l'ensemble de l'histoire. Voilà. Et après, il y a une autre partie de l'expo qui parle plutôt de la fondation et de la transformation du festival par Jean Vilar. Et parmi ces caractéristiques vraiment essentielles, il y a la question de la fabrique, c'est-à-dire comment se fabrique le festival, et donc de la technique. Puisqu'une des particularités vraiment uniques du Festival d'Avignon, c'est qu'il s'agit de transformer des lieux qui ne sont pas des théâtres en théâtres. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, du Festival d'automne ou d'autres festivals qui peuvent avoir lieu dans des villes qui vont investir des lieux de théâtre, hein, tout simplement. Et là, cette idée de transformer des lieux qui ne sont pas des lieux de spectacle en lieu de spectacle, elle change tout en termes de compétences à réunir. Et cette idée, elle est au cœur même de la création du festival, puisque le premier lieu transformé en théâtre qui n'en est pas un, c'est la cour d'honneur. Voilà. Donc, il nous a paru important
de rentrer avec cette dimension technique qui est aussi une manière de rendre hommage à toutes ces équipes très nombreuses pour pouvoir rendre le festival possible. On passe aussi par un peu plus les parties administratives avec ce logo Absolument. qui va changer ou pas dans les années 1960. 60, tout à fait. 60. Ouais. Ça aussi, ça a été une volonté de montrer que le festival évolue aussi un peu. Absolument. Ça, c'est on rentre par le travail du graphiste qui s'appelait Marcel Jacquenot. Alors Marcel Jacquenot, c'était un graphiste, c'est un type tout à fait passionnant, sa vie. Et il a été graphiste, donc c'est lui qui a dessiné les 3 clés du Festival d'Avignon. Et il a aussi dessiné le logo du TNP. Il a dessiné, dans cette époque des années 50, énormément des logos de parfums, des logos de journaux. C'était quelqu'un de très renommé et qui a fait beaucoup de choses qui sont restées dans les mémoires des gens. On avait fait une expo qui s'appelait « Vous connaissez Marcel Jacquenot sans savoir que vous le connaissez ». Voilà, je ne me rappelle plus du titre exact. Et du coup, c'était aussi une manière de montrer que, au travers de ce logo, c'est aussi une vision du théâtre et une vision du festival. Donc, il choisit ce logo qui est très lié à l'histoire de la ville d'Avignon. C'est les clés de la ville. Il les retravaille avec une typo particulière, en y remettant les couleurs de la République. C'est tout l'héritage que je nommais tout à l'heure du Conseil national de la résistance, de l'histoire de la Révolution française. On est là dans des idées de combat, d'engagement politique. Jacquenot, comme Villard d'ailleurs, était très engagé de ce point de vue-là. Et aussi dans la volonté d'inventer. Ce qu'il faut imaginer, c'est que avec le Festival d'Avignon, dans l'idée de s'adresser à tous, comme avec le Théâtre national populaire, on va créer des outils. Et des outils qui vont être des outils de communication, entre guillemets. En fait, il va inventer, Jacquenot, quelque chose comme l'identité visuelle. Ça ne s'appelle pas du tout comme ça, mais c'est bien lui qui l'invente. Non seulement il y a un logo, il y a une typo, il y a des dérivés de cette typo, il y a plein de documents de communication. Et c'est ça que raconte, en fin de compte, cette première vitrine. Et effectivement, l'histoire, c'est que Villard, en fait, n'aimait pas du tout le nom festival. Il y a plein de moments où il voulait changer de nom. On a dans nos archives, il demandait à Marcel Jacquenot d'essayer. Donc, on a d'autres noms. On a des recherches graphiques pour que ça appelait ça les rencontres d'Avignon ou Avignon l'été, plein de trucs, parce qu'en fait, il détestait le mot festival. Et effectivement, très précisément au milieu des années 60, dans la réforme du Festival d'Avignon, sur lequel on reviendra peut-être, à un moment donné, il va lâcher les clés et il va garder un A, un grand A. Et ça va être un petit temps, le logo du festival. Et ça va être d'ailleurs repris par Hortense Archambault et Vincent Baudrier, quand ils vont être directeurs et directrices à leur tour. Et ils vont reprendre le A pour abandonner les clés, pour montrer qu'ils vont proposer aussi un festival nouveau. Voilà. Donc derrière ces logos, il y a beaucoup de choses qui peuvent se raconter. Il y a beaucoup de choses dans cette exposition. Elle est temporaire, cette exposition, non? Non, elle est permanente. Mais alors, la question c'est, comment on rend permanente une exposition d'un festival qui est tout le temps en mouvement? Absolument, c'est une très bonne question. Donc, en fait, ce qu'on va faire, nous, c'est que c'est une exposition permanente. Ça veut dire que le parcours, on va le garder pendant entre 5 et 10 ans. C'est-à-dire que, on peut dire les choses très concrètement, on a acheté des droits. Beaucoup de choses donnent lieu, et c'est bien normal, à des droits d'auteur, les photographies, les sons, etc. Donc on a pris des contrats entre 5 et 10 ans, suivant les situations, parce qu'on pensait que c'était important d'être permanent pour pouvoir transmettre cette mémoire à tous les publics. Et on n'est pas au bout d'avoir fait le tour des publics, aussi bien pendant le Festival d'Avignon que bien sûr toute l'année. Toute l'année, il y a à la fois des habitants d'Avignon, des jeunes, des habitants de la région, des touristes. Voilà, donc on pense que cette mémoire et cette partie de l'histoire d'Avignon et de la culture dans notre pays doit avoir un lieu pour le transmettre. Alors effectivement, comment on fait? Parce que l'histoire continue. Eh bien, il y a plusieurs éléments. D'une part, en bas de l'escalier qui monte à l'exposition, il y a un diaporama de photographies qui sont celles de Christophe Reynaud-Delage. Christophe Reynaud-Delage, c'est un photographe de spectacle, parmi les plus renommés, si on peut dire. Et il se trouve que Christophe, il est photographe du Festival d'Avignon, officiel, si on peut dire, depuis presque 20 ans. Donc, depuis 20 ans, il est missionné par le Festival d'Avignon pour faire des photos de tous les spectacles. Il fait 10 000 photos par an, peut-être. Et donc, il va nous confier tous les ans une série de photographies du festival précédent. Donc, quand on rentre dans l'expo, on voit donc des très belles photos. On voit 120 photos du festival 2024. Et donc, quand vous reviendrez en 2026, en bas de l'escalier, il y aura les photographies des spectacles 2025. Voilà. Donc ça, c'est un élément.
Ensuite, dans l'exposition, il y a un certain nombre de choses qui vont évoluer, qui vont se compléter, de diaporamas, de choses comme ça, on va rajouter des choses, refaire des montages. Et il y a un endroit dans l'expo qui, lui, va changer totalement, puisqu'on a décidé cette année de faire un focus sur une création, qui est sur la création de Saïgon par Caroline Guylaine, qui était un spectacle qui avait beaucoup marqué à l'époque, et qui avait été aussi important pour Caroline, puisque ça a été un moment très important dans la reconnaissance de son travail. Aujourd'hui, Caroline Guylaine, elle est directrice du TNS, du Théâtre National de Strasbourg. Voilà, et puis c'était un très beau spectacle, donc on fait ce focus. L'année prochaine, il y aura un autre artiste invité. Donc voilà, il y a un certain nombre de choses qui vont être ajoutées ou complétées. Et enfin, il y a des éléments même patrimoniaux qui vont changer, dans la mesure où, dans l'exposition, il y a soit des éléments qui donnent lieu à des nécessités de conservation, qu'on ne peut pas exposer plus de 6 mois, par exemple, donc ça, on va les changer. Et puis, il y a aussi un endroit où il y a des éléments des costumes ou des éléments d'accessoires qui nous ont été prêtés par des artistes, mais pour un temps limité, parce qu'ils vont en avoir besoin. Je pense, par exemple... oui, j'aime beaucoup les tresses de Rebecca Chaillon. Je ne sais pas si vous avez vu ce spectacle dans les mémoires Carte Noire nommée Désir. Il y avait donc Rebecca Chaillon qui avait une espèce de postiche de faux cheveux qui prenaient tout le plateau. Et donc, ils ont eu la gentillesse de nous les prêter, mais pour un temps limité. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'on va aussi mettre dans l'expo des éléments nouveaux, pas forcément nouveaux dans le sens qui ont été faits l'année dernière, mais qui vont enrichir un peu tout ça. Mais effectivement, c'est un vrai défi que de rendre ça à la fois permanent et actuel. Cette exposition retrace aussi les grandes dates du festival. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de grandes dates qui ont modifié le festival, qui l'ont fait évoluer ? Alors, le principe de l'exposition, tout de même, c'est de ne pas être chronologique. Souvent, on a raconté l'histoire du Festival d'Avignon en partant des directions du festival. Donc voilà, Jean Vilar, Paul Puot, Bernard Fèvre-Darcier, Alain Cronbeck, Bernard Fèvre-Darcier, Vincent Baudrier, Hortense Archambault, Olivier Py, Thiago Rodriguez. Je fais la totale comme ça. Tout le monde est... Voilà, donc ça, c'est les mandats des directeurs et directrices, puisqu'il y a Hortense Archambault. Oui, avec cette grande frise. Voilà, et donc ça, c'est raconté à la fin, enfin, en clôture de l'exposition. On a donc une grande frise chronologique, tout à fait unique, puisque personne ne l'avait fait avant. Et c'est Antoine Debec qui a écrit donc un petit texte pour chaque année. Donc, il y a 80 et 79 textes. Et il y aura la place d'écrire les prochains. Donc voilà, ça, c'est là. Et dans cette frise, année après année, sont mentionnées, bien sûr, les années liées aux directions. Et on a pris ce parti de ne pas raconter le parcours lui-même par ce biais, parce que ça nous paraissait vraiment, en fin de compte, très spécialisé comme entrée, et qu'il y avait plus de permanence que de changement. Voilà, il y a plus, donc c'est ça, d'une certaine manière, la thèse, enfin, si on peut dire ça, en tout cas le parti pris d'exposition. Donc, les grandes dates, les seuls moments qui sont nommés comme des grandes dates dans l'exposition, ce sont la fondation, en 1947, où là, il y a des éléments de patrimoine qui montrent comment Jean Vilar a créé le festival, et qui était à ce moment-là la Semaine d'Art. Il faut se rappeler que le premier festival d'Avignon, ce n'était pas le Festival d'Avignon, mais la Semaine d'Art. C'était une semaine en septembre. C'est rigolo parce que ce matin même, je disais aux équipes là, qui étaient crevées comme moi, « Oh, la Semaine d'Art, une semaine en septembre, c'était pas mal comme format. » Donc, enfin, très vite, c'est devenu en août et ça a duré même plus longtemps que la durée actuelle. Voilà, ça, c'est l'élément fondateur à la date fondatrice. Après, quand on fait la chronologie du Festival de Villars, on parle des années 50, plutôt comme une période, c'est le moment ce qu'on peut appeler la légende du Festival d'Avignon, auquel a contribué énormément d'ailleurs Agnès Varda, qui était la photographe de Jean Vilar. Il faut se rappeler qu'Agnès Varda, qui était donc la voisine de Jean Vilar, enfin, qui était amie avec, en l'occurrence, la femme de Jean Vilar et sa sœur, voilà, donc la sœur de la femme de Jean Vilar. Tout ça est un peu compliqué, mais ça veut dire qu'elle a grandi à 7. Jean Vilar est de 7, et il faut imaginer des jeunes gens qui sont amis, qui partagent des choses ensemble. Et Agnès Varda, elle a 20 ans. À 20 ans, elle vient faire des photos, mais aussi s'occuper des enfants, bricoler avec son beau-frère, enfin, pas son beau-frère, l'ami, enfin bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et elle va se mettre à faire des photos, et je parle d'Agnès Varda parce que elle va beaucoup contribuer à un peu la légende d'Avignon, c'est-à-dire les grandes photos très belles de Jeanne Moreau, de Gérard Philippe, de Jean Vilar avec sa salopette, ce qui a fait un peu la légende du Festival d'Avignon. C'est beaucoup porté par Agnès Varda, et c'est ces fameuses années 50, en fait. Et donc, c'est pas vraiment une date, c'est plutôt une période. Et puis après, la date que nous, en tout cas, on met très en avant,
c'est ce milieu des années 60. On est à ce moment 64, 65, 66, donc avant 1968, où Jean Vilar va décider, comme je le disais tout à l'heure par rapport au A, il va dire, en fait, le festival, il faut le transformer. Donc aussi pour des raisons qui tiennent à son propre parcours. Jusqu'à présent, enfin précédemment, le Festival d'Avignon, c'était, entre 47 et ce milieu des années 60, c'était les spectacles de Jean Vilar. Ce n'était que ça, de Jean Vilar ou de collaborateurs de Jean Vilar. C'était comme une espèce de moment dans une tournée d'une troupe. Donc le TNP qui jouait plusieurs spectacles à la fois, un peu comme la Comédie Française le fait aujourd'hui. Il y avait plusieurs spectacles au répertoire de la même troupe. Et c'était ça le Festival d'Avignon. Et donc en 63, il quitte la direction du TNP pour ne plus être metteur en scène au festival. Et il va en 2-3 ans modifier profondément le festival. Et c'est ça la date qui paraît peut-être la plus importante, en dehors de la fondation de 47. C'est cette année 66, en l'occurrence, où il va ouvrir le festival à la danse, par exemple. En fait, il va y avoir surtout de la danse avec Maurice Béjart. Il va l'ouvrir au cinéma. On aura donc la projection d'un film de Jean-Luc Godard, La Chinoise, dans la cour d'honneur, ce qui paraît quand même hallucinant. Et du coup, c'est ces années 60, et il va aussi, très vite, dès 67, 66-67, programmer des jeunes compagnies qui se sont installées, comme on le racontait tout à l'heure, en France. Planchon, Lavelli et d'autres qui vont Bourseiller. Donc ce sont des artistes qui ont pris des directions de petites nouvelles institutions culturelles dans différentes parties de la France, qui vont venir montrer leur travail au Festival d'Avignon. Et en fait, cette pluridisciplinarité, donc avec la danse en particulier, et cette capacité à être un peu une vitrine, entre guillemets, de la création, ça fait partie des fondamentaux du festival. Et en fait, notre idée, avec Antoine, c'est de dire, en fait, là, avec d'autres éléments, c'est ça. Il n'y a pas d'autres grandes dates au sens uniquement liées au festival. Après, il y a des grandes influences qui vont se construire direction par direction. On va multiplier ce qu'a déjà fait Vilar au début, mais ça va être de plus en plus important, des artistes qui viennent du monde entier. Il va y avoir... et ça commence avec Vilar, beaucoup d'événements du monde qui vont impacter le festival, en premier lieu 68, mais après d'autres. Voilà, il y a des éléments comme ça, et le public va rester au cœur du festival, comme étant un élément vraiment très singulier dans l'histoire du festival et dans l'histoire de la culture. C'est-à-dire, le public d'Avignon est très particulier, très engagé, très partie prenante du festival. Mais je ne donnerai pas forcément d'autres dates. Oui, et chaque année a aussi sa particularité. Vous m'avez dit hier que l'année dernière, il y avait eu aussi cette montée d'extrême droite, le second tour, et que le festival s'était emparé aussi de cet événement-là. Absolument, oui, parce que dans l'expo, comme on le racontait, il y a donc des thématiques, et parmi les thématiques, il y en a une qui s'appelle « Miroir du monde », c'est-à-dire comment l'actualité impacte et comment, d'une certaine manière, le festival et les créations se saisissent de cette actualité. Ça marche dans les deux sens. Et effectivement, donc il y a un audiovisuel, un montage d'actualité qui évoque cette question, et donc qui commence avec 68, mais avec des images de l'année dernière. Donc l'année dernière, comme on s'en souvient, il y a eu ces élections un peu inattendues, si on pourrait qu'on puisse dire. Et du coup, il y avait effectivement ce premier tour qui avait vu une montée de l'extrême droite très inquiétante. Et donc, une mobilisation du festival qui a donné lieu à ce qu'on a appelé la Nuit d'Avignon. Toute une nuit de mobilisation des artistes dans la cour d'honneur qui ont fait des témoignages, eu des paroles pour dire qu'il y avait là un danger qui était bien au-delà de la culture. Et c'était une manière toute une nuit avec des artistes dans la cour d'honneur. Et ces images sont dans notre exposition. J'ai une dernière question. Est-ce que finalement, la Maison Jean Vilar n'est pas cette passerelle entre le in et le off? Bien sûr. La Maison Jean Vilar, par nature, bien sûr, elle raconte le Festival d'Avignon, et elle est liée à Jean Vilar, le fondateur du Festival d'Avignon, donc du in. Mais en même temps, on ne pouvait pas évoquer le Festival d'Avignon des origines à nos jours sans parler du off. Parce que le off est partie prenante de ce qui se passe à Avignon au mois de juillet. Donc, on a pris le parti de consacrer une partie de l'exposition à la question du off, sans en raconter l'histoire, parce que l'histoire du off reste à écrire. Il n'y a pas du tout l'équivalent du travail qu'a fait Antoine Debec sur le festival. Ça n'existe pas. Il n'y a pas une histoire du festival off qui soit aujourd'hui un travail universitaire. Il y a des témoignages, il y a beaucoup de choses super intéressantes, mais il n'y a pas cette masse-là, parce que c'est très compliqué, l'histoire du off. Donc, on ne raconte pas l'histoire du off, mais on évoque quelques éléments forts du off, parce que effectivement, le premier off, enfin le premier spectacle en dehors du festival pendant le mois de juillet, c'est André Benedetto, qui était un
un auteur et qui était installé au Carme. Et donc, il va ouvrir, ce qui est maintenant le théâtre des Carmes. Il va montrer un spectacle, Statue, ça s'appelle, hein, donc un texte de lui. C'était un homme très engagé aussi sur des questions politiques et sociales. Et donc, André Benedetto va décider de jouer en 66, sans être programmé par Jean Vilar, en l'occurrence. Et c'est le début du Off, en fait, hein, traditionnellement. C'est pour ça que l'année prochaine, d'ailleurs, c'est les 60 ans du théâtre du Off. On passe notre temps à faire des anniversaires, c'est notre grand sujet. Donc, il y aura sans doute des choses ici et il y aura des choses à Avignon. Et au fur et à mesure, le Off va être assez bien accueilli par Jean Vilar. Hein. Donc, il va annoncer dans le programme, et on le voit d'ailleurs dans l'expo, le programme du Festival d'Avignon de ces années 60, où il dit hors festival, et il annonce aussi les spectacles. Puis après, les relations vont varier, les choses vont se développer. Et effectivement, quand on est public du Festival d'Avignon, je pense qu'on est public du in et du off. Après, il y a des gens qui vont que dans le in, d'autres qui vont que dans le off. Puis il y en a qui circulent entre les deux. Mais l'événement et les artistes aussi ont des trajets du in au off. Hein. Certains sont d'abord dans le off, après dans le in, et d'autres, des fois, sont dans le in et après jouent dans le off. Donc tout ça n'est pas aussi... Il y a des différences très importantes à comprendre en termes de logique de service public, par exemple, parce que le off est aussi un marché, c'est essentiellement un marché, c'est-à-dire que les artistes vont montrer leur spectacle pour être vus, pour pouvoir tourner, et à contrario, beaucoup de lieux du off fonctionnent d'une manière très libérale, hein, c'est-à-dire on loue un créneau horaire pour un coût qui est souvent très élevé, donc ça pose toute une question quand même de logique économique, de choses qui peuvent être sur des formes très abusives. Hein. Moi, j'ai un regard très varié, je dirais, sur le off. Hein. Il y a des gens formidables, et puis il y en a d'autres qui sont quand même, quand on peut interroger la logique économique qu'ils mettent en avant par rapport à des artistes qui sont souvent eux-mêmes en grande difficulté financière. Avec le in qui est principalement que de la création aussi, et de la création inédite. Voilà, le in, beaucoup de création, et puis le in, une logique tout à fait différente, dans le sens où les artistes sont rémunérés. Ils sont programmés un peu comme dans... En fait, il faut imaginer que le in fonctionne comme un théâtre, en fin de compte. Voilà, un théâtre, enfin les théâtres publics qu'on connaît, ils ont un budget, ils font une programmation. Il y a aussi beaucoup de création aujourd'hui, heureusement, dans les théâtres. Ils font une programmation. Voilà, ça fonctionne de la même manière. Ce qui est particulier, c'est que le Festival d'Avignon, bon, déjà un budget conséquent, mais pas si élevé non plus. Et puis, une grande part de ce budget va servir, comme on le disait tout à l'heure, à équiper des lieux, parce qu'il s'agit de transformer des lieux en théâtre. Donc, c'est pas évident. Donc, il y a une partie de l'argent qui sert à ça. Et puis, le reste, voilà, on programme des spectacles, on paye des hôtels, on paye des transports, et puis on essaie de faire que le public soit là. Merci beaucoup, Nathalie Cabrera, de m'avoir accordé cette interview. Merci beaucoup. L'exposition Les Clés du Festival vous attend à la Maison Jean Vilar, à Avignon, tout au long de cette année pour une durée indéterminée. C'est l'occasion pour vous de découvrir l'histoire de ce festival hors du commun et unique au monde. Si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux pour ne rien manquer de l'actualité de mes invités. Vous pouvez aussi me retrouver dans C'est quoi le titre, mon autre podcast. Bon festival à tous ceux et à toutes celles qui sont à Avignon.